kid. I hope she gets home all right. I'm a very lucky woman. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. En 1938, Judy Garland commence le tournage du Magicien d'Oz, un film qui deviendra mythique. Si le film raconte l'étrange rêve d'une adolescente, le tournage est pour la jeune actrice un cauchemar. Has just dropped a house on the Wicked Witch of the East. People come and go so quickly here. Follow the yellow brick road. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique, un épisode très chargé aujourd'hui puisque je vous parle de la production d'un film mythique, celle du Magicien d'Oz. C'est le second épisode sur Judy Garland. Le mois dernier, je vous avais parlé de son enfance. On se rappelle que Judy Garland est née pour être une star. Ses parents l'ont beaucoup poussée vers cette voie très jeune à être une artiste. Une artiste complète qui savait à la fois chanter, danser et jouer. Toute petite, elle s'est retrouvée sur les planches des théâtres avec ses deux sœurs et après le théâtre, ce fut le cinéma. Des petites apparitions pour commencer et tranquillement elle a grimpé en popularité avant de signer chez la prestigieuse MGM. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode sur Judy Garland, je vous invite à le faire, pas que vous en aurez besoin pour comprendre cet épisode, mais ça peut aider quand même. Du moins, vous aider à comprendre dans quel contexte arrive le Magicien d'Oz dans la vie et la carrière de Judy Garland, mais aussi quel rythme de vie elle avait déjà à ce moment-là. Assez de blabla, on se retrouve où nous nous sommes laissés lors du premier épisode, soit en 1938. Cette année-là, la MGM est très heureuse d'avoir Judy Garland parmi ses jeunes recrues. Elle a beaucoup de talent, autant avec sa voix qu'avec sa façon de jouer. Mais la MGM est toujours embêtée par l'apparence de la jeune femme qui, en 1938, a à peine 16 ans. Le studio oblige toujours Garland au régime très strict du bouillon de soupe et ne lui permet aucun écart. L'adolescente est déjà dépendante aussi de la médication qui l'aide à la fois à dormir, mais aussi à se réveiller le matin afin d'attaquer ses journées très chargées de tournage. On se souvient aussi que Judy Garland avait vécu une petite idylle amoureuse avec Mickey Rooney dans les mois précédents 1938. Rooney avait finalement délaissé Garland. La fin de la relation avait eu plusieurs causes, comme la lassitude de Rooney envers l'adolescente, mais aussi le désaccord flagrant de la MGM face à cette relation. Il ne fallait pas que les deux jeunes stars de l'écran soient occupées à d'autres choses qu'à travailler. La MGM avait fait un peu le sale boulot de les séparer tranquillement. Judy avait souffert et souffre toujours au début de l'année 1938 de cette fin de relation qu'elle n'avait pas vu venir du tout. Elle commence donc l'année 38 avec plusieurs problèmes et une fragilité émotionnelle assez grande. Du côté de la MGM, les grands patrons viennent de voir passer l'immense succès que Walt Disney a fait avec Blanche-Neige et les Sept Nains. Ils comprennent que les histoires et les films qui ont un public plus jeune marchent toujours et peuvent rapporter très gros. En janvier 38, Louis B. Mayer achète les droits du livre du Magicien d'Oz, sorti en 1900. C'est à partir de là que la MGM a pour projet de tourner une nouvelle version de l'histoire. Je dis nouvelle version parce qu'au milieu des années 1910, il y avait eu une courte version au cinéma. Si ça vous intéresse, le Magicien d'Oz, version muette, bien entendu, est sur YouTube. Ça dure une quinzaine de minutes, mais ça va un peu dans tous les sens, même qu'à un certain point, Dorothée, le personnage principal de l'histoire, disparaît puis réapparaît. Bref, si ça vous intéresse, vous irez voir.
Et en 1925, il y avait eu aussi une autre version que j'ai pas vue, je l'ai pas trouvée malheureusement. Donc, la version que la MGM prépare serait la 3e adaptation du livre à l'écran, mais la première au cinéma parlant. Et c'est une évidence pour le studio aussi, le film doit se faire en couleur. Et le procédé de Technicolor doit être le plus éclatant possible, chose qui sera faite encore aujourd'hui. Les couleurs qu'on retrouve dans le film, c'est à couper le souffle, ça reçoit encore de nombreux applaudissements. Peu de temps après avoir acquis les droits de l'histoire, les scénaristes se mettent à l'œuvre et vont écrire plusieurs versions du film. Ils travaillent surtout sur les rôles du lion, de l'homme de fer et de l'épouvantail. Ces 3 personnages se retrouvent avec plusieurs changements à tous les niveaux, mais surtout la personnalité de chacun. Au final, ce sont 3 scénaristes qui vont travailler sur le scénario, mais chacun séparément sans savoir qu'il y a d'autres scénaristes en compétition avec eux. Ce qui est assez comique au final, puisqu'ils se croisent souvent avec leurs mallettes, leurs papiers, sans savoir qu'ils travaillent sur le même film. C'est finalement le 8 octobre 1938 que le scénario final du Magicien d'Oz voit le jour. Je dis final, mais pendant le tournage, comme dans la majorité des productions, il va y avoir des dizaines et dizaines de changements et de modifications. Au crédit du film, seulement 3 scénaristes seront inscrits, mais c'est plus d'une dizaine de personnes qui auront travaillé sur le scénario. Le script final comprend des idées d'un peu tout le monde d'ailleurs. C'est comme un grand ramassis d'idées. Pendant la production du script, le studio a eu le choix parmi une pléiade d'acteurs, mais surtout d'actrices afin de jouer dans le film. Au départ, le studio de la MGM voulait emprunter Shirley Temple à la Century Fox, mais la Century Fox a refusé catégoriquement ce prêt, si on peut dire ça comme ça. Dina Durbin, la rivale de Judy Garland, avait elle aussi été pressentie pour le rôle de Dorothy. Malheureusement, au cours de l'année 1938, Durbin, lassé par la compétition que lui offre Garland, va littéralement changer de maison de production. C'est donc vers Judy Garland que s'est retournée la MGM. Même si elle est la plus expérimentée des 3 actrices, le studio est plus ou moins content avec ce choix final. Garland a presque 17 ans et elle commence à paraître plus vieille que son âge alors qu'elle doit jouer une jeune adolescente. Les patrons de la MGM décident alors qu'un important travail de maquillage sera fait lors du tournage afin de faire paraître plus jeune l'actrice. Bien qu'elle a déjà un certain succès, la MGM aurait aimé que l'actrice principale du film soit déjà une vedette bien établie comme Shirley Temple. Il espère donc que le film donnera une immense popularité à Garland. Vers le mois de juillet et jusqu'au mois d'octobre, Garland va subir les nombreux tests de caméra, de costumes et de maquillage. Au départ, les directeurs artistiques tentent de trouver le bon style pour le personnage de Dorothy. On essaie plusieurs genres de robes, des plus simples aux plus sophistiqués. Ils vont finalement opter pour un style plus campagnard qui va mieux avec les scènes tournées dans un décor de campagne. C'est logique. Ces tests de costumes seront très éprouvants pour Garland. Les gens qui se retrouvent autour d'elle lui font constamment des remarques sur son corps. Des remarques du genre « cette robe-là la fait paraître encore plus grasse qu'elle l'est ». Vous voyez le genre. Pour l'adolescente qui était déjà complexée, c'est très dur à entendre. Elle qui faisait tous les efforts pour avoir le physique désiré par le studio se rend compte que c'est pas encore assez. Elle entend des remarques des journées et des semaines entières. Lorsque finalement on trouve la robe parfaite pour le rôle, le costumier mentionne que ce costume camoufle les imperfections physiques de la jeune femme. On lui met aussi une perruque blonde afin de tenter de faire ressortir les yeux de l'actrice. On la maquille beaucoup au niveau des joues afin de tenter qu'elle paraisse plus mince. Encore une fois, toutes ces remarques lui sont mentionnées et ça l'affecte de plus en plus. Le 10 octobre 1938 commencent les tests de caméra et les premières scènes sont tournées. Au départ,
c'est le directeur Richard Thorpe qui sera assigné au tournage du film, mais après plusieurs tests et quelques scènes tournées, il est congédié. La MGM n'aimait pas la façon que travaillait le producteur en plus d'avoir reçu plusieurs plaintes des acteurs, qui mentionnaient que Thorpe faisait régner une ambiance de travail loin d'être agréable. Le tournage du film est donc décalé de quelques jours. Le vrai tournage n'est même pas encore commencé que Garland est déjà fatigué et près de la cassure. Do they give you a feeling of accomplishment, a sense of... They give me a feeling of love. Toto's my dog. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Le 13 octobre 1938, soit quelques jours après le congédiement de Richard Thorpe, le tournage du Magicien d'Oz débute de nouveau, cette fois-ci sous la direction de George Cukor. À son arrivée au studio de la MGM, Cukor prend conscience du mauvais travail qui a été fait autour de Judy Garland et de Margaret Hamilton, celle jouant la méchante sorcière de l'Ouest. Le directeur trouve que Hamilton est une sorcière beaucoup trop fashion et demande que son costume et son maquillage soient repensés dans son intégralité. Au départ, la sorcière avait de longs cheveux bien à la mode des années 30 et ne portait aucune prothèse au niveau du nez. C'est grâce à George Cukor que nous devons la plus terrifiante sorcière que le cinéma ait connue. Pour ce qui est de Judy Garland, Cukor regarde les tests de caméra et les quelques scènes tournées avec mécontentement. Il trouve que Thorpe a mal dirigé l'actrice qui fait jouer de façon beaucoup trop exagérée. Cukor rencontre donc Garland seule à seule et lui demande d'être le plus naturel possible, d'être elle-même, de pas tenter de surjouer. Il lui demande de jouer l'histoire comme elle le vivrait. Le directeur va aussi demander à ce qu'on trouve une nouvelle perruque à l'actrice, moins blonde, plus brune. Il demande aussi qu'on change son maquillage puisque selon lui, Judy est beaucoup trop maquillée. George Cukor sera finalement renvoyé le 8 novembre 1938 puisqu'il est engagé pour un contrat bien plus payant, celui d'Autant en emporte le vent. Le Magicien d'Oz se retrouve alors une nouvelle fois retardé. C'est finalement Victor Fleming qui prend la relève. Sous la direction de Fleming, le tournage est éprouvant. Il n'a pas l'intention de faire perdre de l'argent à la MGM, déjà qu'une production en Technicolor est très dispendieuse. Il demande aux acteurs d'arriver à 4 heures du matin afin qu'ils soient prêts pour filmer vers les 8 heures. Fleming ne laisse partir aucune personne avant que tous ses plans du jour soient terminés, ce qui oblige Garland à rester parfois très tard en soirée. Après quelques scènes tournées, Fleming remarque que les seins de Garland paraissent beaucoup trop à l'écran. Il va alors imposer à l'actrice de porter un corset qui va écraser sa poitrine, et aussi arranger la forme de sa taille qu'on lui rappelle pas très avantageuse. Ce corset va empêcher l'actrice de bien respirer, ce qui rend certaines scènes assez difficiles, comme celle où elle est coincée dans le château de la sorcière, une scène où elle crie et appelle à l'aide. Les scènes sont très éprouvantes pour Garland, puisqu'elle est toujours aussi sous un régime très strict de bouillon, ce qui fait qu'elle se retrouve parfois avec très peu d'énergie pour affronter les lumières des plateaux qui font grimper la température à pas moins de 38 degrés Celsius. Après plusieurs faiblesses, voire proches de la perte de connaissance, la MGM accepte que Garland puisse manger la même chose que ses collègues, afin qu'elle ne retarde pas le tournage davantage à cause de sa santé. Très rapidement, l'actrice se rend compte que les chaussures rouges qui deviendront célèbres ne sont pas très confortables. Elles sont plus que rigides et demandent à les porter uniquement lorsque les caméras tournent. Une demande qui au début sera refusée, puis finalement acceptée lorsqu'on se rend compte que Garland ne s'habituera jamais aux célèbres chaussures. On met énormément de pression aussi sur les épaules de l'adolescente.
On lui rappelle qu'elle a été choisie un peu par défaut puisque Shirley Temple et Dina Durbin ne pouvaient pas tourner. Lorsqu'elle manque un peu trop souvent une scène, on la remet à l'ordre assez sévèrement. Même qu'à un moment, Judy Garland est prise d'un fou rire pendant une scène avec l'épouvantail, et elle a énormément de misère à retrouver son sérieux. Fleming va quitter son siège de directeur et va carrément gifler l'adolescente qui va retrouver très rapidement son sérieux, humiliée par ce geste. Même si Victor Fleming faisait vivre à Judy Garland certaines humiliations, l'adolescente est quand même tombée sous le charme du directeur, ce qui a rendu les relations entre elle et Fleming très conflictuelles, du moins pour l'actrice, puisqu'il y avait ce côté d'elle qui voulait tout faire pour le rendre heureux, recevoir la moindre marque d'attention, la petite tape dans le dos. Ce côté qui était impressionné aussi par cet homme qui avait presque 50 ans au moment de tourner Le Magicien d'Oz. Et d'un autre côté, il y avait toute cette colère, cette fatigue qu'accumulait Garland. Et tout ça était causé par Fleming et son désir de voir le film être le plus gros succès, mais aussi de voir Garland sous son meilleur jour. Vous comprenez, pour la jeune adolescente qu'était Judy Garland, à ce moment-là, ça devait pas être facile. Elle devait baigner dans l'incompréhension à l'intérieur d'elle-même, mélangée à travers tous ses sentiments. Lorsqu'elle n'est pas devant les caméras, on donne énormément de médication à l'adolescente. Quand on trouve qu'elle n'est pas assez énergique, on lui donne des pilules. Quand on veut qu'elle mange, on lui donne des pilules afin de booster son appétit. On lui donne aussi de la médication afin qu'elle ne mange pas trop. Lorsqu'elle a de la difficulté à dormir après ses journées de tournage, on lui donne des somnifères. Si la MGM la trouve trop anxieuse, on lui donne plusieurs calmants. À l'âge de 17 ans seulement, Garland est dépendante de plus d'une dizaine de médicaments. C'est une quantité énorme. Les scènes de musique sont tournées en plusieurs prises, ce qui pousse Garland dans ses dernières réserves d'énergie très souvent. On se rappelle que les chaussures rouges sont loin d'être confortables. Lorsqu'il s'agit de danser, Judy Garland souffre terriblement et doit souvent recommencer ses pas de danse, puisque les chaussures empêchent certains mouvements. Après avoir fait plusieurs fois l'une de ces scènes musicales, l'actrice doit prendre un bon temps de repos afin de retrouver l'énergie de continuer. Quand Garland se retrouve avec Margaret Hamilton, la méchante sorcière de l'Ouest, elle a énormément de misère à être effrayée, puisqu'en réalité, Hamilton et Garland sont de très bonnes amies derrière les caméras. Il n'est pas rare que le directeur se mette à crier sur l'adolescente afin de l'effrayer et de rendre la scène potable à ses yeux. Fleming explique aussi à Garland, lorsqu'elle ne fait pas la performance espérée, que Hamilton serait renvoyé et remplacé par une autre actrice beaucoup moins sympathique. Des menaces qui contribuent à faire peur réellement à Garland, mais aussi à lui mettre davantage de pression, puisque maintenant, le sort de Margaret Hamilton est entre ses mains également. Parlant de Margaret Hamilton, pendant le tournage du film, elle a été brûlée très sévèrement par un accident de tournage. La première fois que la méchante sorcière de l'Ouest apparaît à l'écran, elle sort d'une épaisse fumée et quand elle disparaît, la même chose, mais cette fois-ci avec du feu. Lorsqu'ils ont tourné une seconde fois cette scène, le feu, au lieu d'aller à l'opposé d'Hamilton, s'est retrouvé vers elle, lui brûlant le visage et l'une de ses mains. Des brûlures qui ont été amplifiées par le maquillage très toxique qu'on lui mettait. Un maquillage qui, une fois enlevé, lui laissait un certain teint verdâtre. Hamilton a dû s'absenter du tournage pendant 3 semaines afin de récupérer et de se soigner convenablement. L'accident de Margaret Hamilton a profondément inquiété Garland, qui a eu de la misère à s'en remettre. Même que dans certaines sources, on mentionne qu'elle a dû être escortée à l'extérieur du studio et par la suite, on lui a donné congé. Elle était vraiment plus dans un état de tournée. Ça lui avait causé un certain choc nerveux. Judy est également très proche de Toto
le chien. Il est pas rare que l'adolescente trimballe le chien avec elle partout où elle va, une habitude qui irrite le directeur Fleming, qui va interdire à Garland d'apporter Toto avec elle. Il a peur que le chien la distrait trop et l'éloigne de l'ambiance du film. Il veut garder la concentration de son actrice, uniquement sur le film. Là, j'ai parlé de Margaret Hamilton, du petit chien Toto et de leur lien très étroit avec Garland. Mais l'actrice avait tissé des liens très serrés avec toutes ses co-stars, que ce soit Ray Bolger, l'épouvantail, Jack Haley, l'homme de fer, ou encore Burt Lahr, qui jouait le lion. Toute leur vie, les acteurs sont restés très proches et ils ont vécu un tournage complètement fou, très exigeant, voire infernal pour certains, mais ils l'ont vécu tous ensemble. Et ils étaient aussi les seuls à pouvoir réellement se comprendre là-dessus. C'est quand même très intéressant à voir que malgré le tournage infernal qu'a été Le Magicien d'Oz, après le tournage et au fil des années, toute l'équipe d'acteurs sont restés tissés très serrés. Je fais une petite parenthèse sur Burt Lahr, le lion. Son costume, qui existe encore aujourd'hui dans un état presque parfait, pesait près de 40 kilos, puisqu'il était fait de vraie peau de lion et de fourrure aussi. C'était un costume extrêmement lourd et surtout très chaud. Je le rappelle, les éclairages utilisés pour les films en Technicolor sont vraiment très chauds, voire brûlants, et Lahr transpirait constamment dans son costume, ce qui faisait que la nuit, il y avait vraiment une équipe autour du costume afin de laver le costume et que ce soit plus agréable de porter le costume du lion. Petite parenthèse terminée sur ce costume magnifique. Lorsque les caméras sont éteintes, Judy Garland est harcelée par les acteurs jouant les Moshkin. Plusieurs se moquent d'elle, de son apparence, mais d'autres lui font ce qu'on appellerait aujourd'hui du harcèlement sexuel. Certains de ces acteurs vont même jusqu'à toucher les parties intimes de l'actrice et la surprennent parfois dans sa loge alors qu'elle se change. Ce genre d'action arrive à tous les jours et ça devient de plus en plus difficile pour Garland. En dehors des studios, elle est suivie de très très près par des assistants surveillant ses moindres faits et gestes. Ils surveillent ce qu'elle mange et s'assurent qu'elle fait sa dose quotidienne de sport afin de perdre du poids. Des séances de sport intenses qui impliquent du tennis, du badminton, mais aussi énormément de natation. Garland fait des longueurs de piscine pendant plusieurs heures, parfois, lorsque ses assistants jugent qu'elle a un peu trop mangé. Ses assistants s'assurent aussi que Garland répète ses scènes, la forçant à répéter pendant plusieurs heures lorsqu'elle n'est pas sur les plateaux, et parfois même après des journées infernales passées devant la caméra. Garland n'a aucun moment de répit pour faire toute autre activité qui n'est pas en lien avec son travail d'actrice. En février 1939, à l'approche de la fin du tournage du Magicien d'Oz et après plusieurs mois intenses, Judy Garland est dans un état psychologique au bord du précipice. Elle est dans une fatigue extrême et mentionne qu'elle a hâte de se reposer, mais la MGM a d'autres plans pour elle. Dans son contrat signé au début du tournage, il est mentionné que Garland fait partie intégrante de la publicité autour du film. Elle n'aura pas le temps de se reposer puisqu'elle doit apparaître partout où ses patrons le désirent en plus de chanter à la radio certaines chansons du film, dont l'énorme succès Over the Rainbow. D'ailleurs, lorsqu'est venu le temps de supprimer des scènes, la MGM avait jugé que la chanson était trop lente et beaucoup trop longue pour le genre du film. Louis B. Mayer avait pensé à enlever la chanson du montage final, mais à la dernière minute, il a décidé de la garder. Over the Rainbow a bien failli ne jamais voir le jour et peut-être que ça aurait affecté à la fois le succès du film et la carrière de Garland. Le 10 août 1939, la première du Magicien d'Oz a lieu. En un temps presque record, le film engendre pas moins de 2 millions de dollars en profit, remboursant ainsi son budget. Garland se retrouve dans toutes les radios, enchaînant parfois plus d'une dizaine de performances par jour, sans compter toutes les entrevues que Garland donne entre ses performances vocales.
Rapidement, la popularité de Garland monte en flèche. Elle devient l'actrice la plus populaire auprès de tout le monde. Les enfants ne demandent qu'elle et les adultes espèrent la voir dans un film dramatique ou du moins plus sérieux. Sa voix laisse tout le monde bouche bée. Elle reçoit plusieurs offres pour enregistrer des disques, mais pour le moment, ses nombreux engagements l'en empêchent. La MGM demande à Garland de présenter les chandails à l'effigie du film. C'est la première fois de l'histoire qu'un studio de cinéma utilise les vêtements afin de promouvoir une production. C'est une étape quand même importante dans le monde de la publicité. Dans le cas de Garland, faut imaginer cette adolescente qui devient tranquillement une star vendre des t-shirts aux fans. C'est une vision que je trouve assez loufoque. Elle apprend aussi au cours de ses nombreuses tournées publicitaires qu'elle fut la moins bien payée sur le tournage du film et ne peut recevoir immédiatement la somme qui lui est due pour les profits du Magicien d'Oz. Même si elle est constamment à l'écran, Garland s'est retrouvée coincée avec un contrat qui frôlait l'exploitation. Le 29 février 1940, Garland est récompensée lors de la cérémonie des Oscars en recevant l'Oscar juvénile, qui est un prix aujourd'hui disparu, mais qui récompensait les acteurs et actrices qui n'avaient pas encore 20 ans. Le Magicien d'Oz remporte tant qu'à lui l'Oscar de la meilleure chanson originale pour Over the Rainbow, une chanson qui dans les décennies qui suivront sera reprise des centaines de fois partout à travers le monde. Mais encore aujourd'hui, la version de Judy Garland reste la référence. Si le tournage du Magicien d'Oz a été un réel enfer pour Judy Garland, il lui aura au moins donné la gloire. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.